Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Fight! Salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de Dans la cage, votre podcast d'arts martiaux mix. Ben Baudouin, pas de côté. Yes! Comment vas-tu, mon ami? Ça va bien, j'étais en train de un petit peu avec mon micro, mais là, ça va bien. Ceux qui nous écoutent et qui ne nous regardent pas ont rien vu aller. Faites-en pas. Exactement. Si vous nous avez vu, si vous nous regardez sur YouTube, vous avez vu pas de côté dans ces derniers ajustements avant d'entrer en ondes. Hey, merci beaucoup d'être là, tout le monde. Un autre gros épisode pour vous. Aujourd'hui, on va bien sûr mettre la table pour l'UFC 247. On va en parler amplement. Yep. 2 ceintures qui seront en jeu ce samedi du côté de Houston, au Texas. La ceinture des Milo, John Jones contre Dominic Reyes et la ceinture des poids mouches féminins. Valentina Shevchenko contre Kathleen Chookagian. Excité par ce gars-là, Pat? Oui, écoute, quand on regarde les autres combats sur la carte principale, c'est ordinaire comme tel. C'est sûr qu'on a 2 combats de championnat du monde, ça c'est le fun. C'est ça. John Jones, ça va être intéressant de parler tantôt. Lequel qui va se présenter. On sait que dans les derniers combats, il nous a donné des performances assez ordinaires parce qu'il nous a tellement habitués à des performances étincelantes. Et s'il arrive un peu flat, là, comme on dit, là, ben Reyes, d'après moi, j'ai bien l'impression que là, ça va changer. Moi, je pense que Reyes a vraiment une bonne chance, mais j'ai dit la même chose de Smith, j'ai dit la même chose des autres avant. Ça dépend comment il va être capable de réagir devant John Jones s'il se fait intimider ou pas. Ce qui est arrivé aux autres combattants avant, que je pensais qu'il y avait une chance. Effectivement. Jusqu'à temps qu'on voit John Jones perdre, ça va être difficile de parier contre lui, mais effectivement, très intéressant de voir. Moi aussi, je suis curieux de voir comment ça va se passer. Valentina Shevchenko, une de mes combattantes préférées, dominante, vraiment très hâte de voir qu'est-ce qu'elle va faire contre Chookagian. On va parler des autres combats, bien sûr. D'autres nouvelles en arts martiaux mixtes. D'autres combats de championnat là, qui se dessinent. Yep. Ousmane, Masvidal peut-être, Holloway, Volkanovski peut-être également, Colby Covington qui a fait couler beaucoup d'encre aussi. Donc, d'autres sujets qu'on va aborder. Des rumeurs sur le prochain combat de Conor aussi. Là. Conor McGregor, effectivement. Donc, on va aborder tout ça durant l'émission. Mais tout d'abord, on a un invité spécial pour vous en entrevue. Une fille que Patrick connaît très bien. Une fille qui est allée à l'autre bout du monde pour se battre le week-end passé. La Québécoise Corinne Laframboise qui est au bout du fil. Salut Corinne. Allô Ben, allô Pat, ça va bien? Ça va très bien. Merci, toi aussi. Yes. Grosse victoire cette fin de semaine, Corinne. L'événement UAE Warriors 10. Tu as battu une Suédoise, Cornelia Holm, à cet événement-là. Une fille, Pat me disait avant d'entrer en ondes, une fille qui avait seulement une défaite en carrière, une fille que tout le monde voyait bientôt traverser en Amérique du Nord, que ce soit peut-être même à l'UFC. Et tu as déraillé complètement ses plans. Très belle performance. Très belle performance de ta part. Avant de parler de toute l'expérience d'aller se battre à Abu Dhabi, c'est quand même quelque chose. Qu'est-ce que tu as pensé de ta performance? J'imagine que tu es très fier de ce que tu as montré dans l'octogone. Oui, c'était un combat qui était pas mal plus en boxe. J'ai passé pas mal plus en boxe. Ça me permet de tester d'autres aptitudes. Tu sais, d'habitude, ma force, c'est le jiu-jitsu brésilien. Fait que là, pour la boxe, tout a bien sorti. Puis je suis contente en grande partie de ma performance dans cette semaine. Est-ce que tu as l'impression encore que c'est... En fait, j'ai trouvé, je regarde depuis le début de ta carrière chez TKO, je trouve vraiment que tu as fait une belle amélioration au niveau de la boxe. Là. Ça a été une décision partagée. Un juge a donné la victoire à ton adversaire, mais je trouvais vraiment qu'avec tes coups, c'était plus sharp, là, si on peut dire. Est-ce que tu la sens, cette amélioration-là? Oui, à 110 je te dirais. Puis, tu sais, la boxe, c'est un sport dans lequel je mets de l'effort x2. Tu sais, j'ai moins de facilité, mettons, que le jiu. Fait que redoubler d'efforts, puis là, ben, ça a payé en fin de semaine. Ça a bien sorti, je trouve, comme mais même si on a encore de l'amélioration à faire là-dedans. Mais la boxe, ça a bien sorti.
Ben, c'est une grosse performance, Ben, parce que justement, elle était classée 2e en Europe, son adversaire. Puis vraiment, Corinne s'en allait là comme la négligée. La favorite, c'était vraiment son adversaire. Et comme tu le mentionnais tantôt, là, il y a plusieurs personnes qui parlaient à travers les branches qu'avec une victoire sur Corinne, eh bien, son adversaire Holm aurait peut-être une chance de percer à l'UFC. Donc, évidemment, pour Corinne, c'est une très, très grosse victoire. Tout le monde a vu cette victoire-là. Et là, il y a beaucoup de monde qui commence à s'intéresser peut-être un peu plus à Corinne. On avait déjà parlé à des organisations comme Invicta, même Bellator. Et là, avec cette victoire-là, eh bien là, c'est eux qui sont venus nous recontacter à la place que c'est nous qui les recontactons. Je dis nous parce qu'elle s'entraîne à mon gym. C'est ça qu'il faut dire aux gens. On essaie de s'occuper de Corinne, on essaie de s'occuper de nous comme maintenant les Charles Jourdain. Donc, on essaie de pousser tout le monde ensemble, tout dans le même sens. Donc, c'est pour ça que je dis nous. Mais pour revenir avec la performance, une grosse performance, elle est à l'autre bout du monde. Tu sais, quand on dit que les combattants sont prêts à faire des sacrifices incroyables, puis on va être bien honnête, là, elle n'est pas allée là pour se battre pour 10 000 $ non plus. Là. Donc, c'est la victoire la plus importante qui était allée chercher, puis c'est ça qui est arrivé. Corinne, est-ce que tu as réussi à revenir avec un petit peu d'argent dans tes poches? Oui, je te confirme, ça a bien été. On était bien... la semaine n'a pas coûté grand-chose, je te dirais. On était bien accueillis, puis l'organisation, c'est quand même fou, je te dirais, de voir combien qui ont de l'argent là-bas. Ouais. C'est impressionnant, tu sais. Puis on est reçus, les combattants étaient reçus comme des rois, là, mettons. Là, tu sais, autant le service pour ils prennent bien soin de toi, de ton coach, hôtel 5 étoiles, déjeuner, souper, tout était inclus, il veillait bien aux soins des combattants. Puis j'étais impressionnée de voir à quel point il y a de l'argent dans cette organisation-là. Oui, j'ai passé par Abu Dhabi, Dubaï, là, c'est impressionnant l'argent qu'il y a là-bas, tu as fait raison, mais à toutes les fois que je disais que Corinne se battait à Abu Dhabi, tout le monde se demandait, ben voyons donc, comment ça va arriver. Tu sais, les femmes là-bas, ils sont plus voilées. Ouais. Sont un pays musulman. Exactement. Donc, comment ça s'est passé là-bas? As-tu senti une différence? As-tu senti que la place de la femme là-bas, c'était un peu plus... La mentalité est fermée, je te dirais, est assez fermée au niveau des femmes. C'est juste que je donne un exemple pour la pesée officielle. D'habitude, la pesée officielle, on a c'est des petites shirts avec un sports bra. Puis là-bas, il n'y en a pas question. La pesée officielle, on était en T-shirt qu'eux nous fournissaient, plus en jeans, pantalon long. T'sais. Même à l'extérieur, tu peux pas te promener en shirt au-dessus des genoux. C'est vraiment comme... c'est vraiment pas accepté, pas ouvert autant qu'au Québec. Fait que, mais pour... je pense qu'ils essayent de faire un effort pour le sport en tant que tel. Moi, je me vois pas me battre avec un chandail à manches longues puis des gains aussi. Ça fonctionne pas pour ce sport-là. Fait que, mais je pense que ça faisait un contraste là, quand même. C'est pas tout à fait ouvert aux femmes. On va essayer. On a les images de ton combat. On va essayer d'en montrer un petit peu ceux qui nous regardent sur YouTube. Et si vous êtes intéressés, c'est disponible également sur YouTube. Là, je le disais, vous avez à taper seulement UAE Warriors 10. C'est le nom du gala, le United Arab Emirates Warriors 10. C'est dur à dire. Hein? Le combat est disponible. Le combat de Corinne est disponible. J'aimerais ça que tu m'expliques comment tu t'es retrouvé là. Comment tu as été approché pour cette promotion-là? C'est l'organisation, un des organisateurs qui a contacté mon coach Fabio Allenda pour savoir si j'étais intéressée à faire ce combat-là en short, en combat de dernière minute, short notice. Okay. Fait que 3 semaines avant le combat, je pense que elle, la Cornelia Holm, mon adversaire, elle avait perdu son adversaire. Fait qu'ils ont demandé si j'étais intéressée à faire ce combat-là. Short notice, 3 semaines, il n'y a rien là, let's go. À 135 livres, fait que c'est une catégorie. Habituellement, je suis dans le 125 livres, flyweight, mais là, c'était bantamweight. Fait qu'on a pris le combat. 3 semaines d'avis, mais c'est eux qui ont contacté Fabio pour le demander. Est-ce que c'est un aspect de ton sport que tu aimes? Parce que, tu t'es battu ici au Québec, notamment avec TKO, mais là tu as eu la chance d'aller te battre à l'autre bout du monde. Tu as déjà fait des compétitions internationales de Jiu-Jitsu également, où tu as très, très bien performé. Le voyage, puis voir d'autres pays, est-ce que c'est un aspect de ton sport que tu aimes particulièrement?
J'adore ça. C'est sûr et certain que ces sports-là, ça permet de voyager. C'est vraiment parfait. Puis c'était pas la première fois que j'allais à Abu Dhabi. J'avais été pour les championnats du monde que j'avais gagné en toute humilité en 2016. Fait que, mais non, j'adore ça. Le premier combat professionnel que j'ai fait, c'était en Allemagne. Fait que ça fait voyager aussi. Puis avec les compés de Jiu aussi, on voyage au Portugal, New York, blablabla. Fait que ça, c'est vraiment apprécié. Là, à Abu Dhabi, c'était pas pire en tout. Est-ce que tu prévois continuer de faire les deux, Jiu-Jitsu et MMA, pour encore un longtemps, ou tu veux vraiment te concentrer plus sur les arts martiaux mixtes là, à l'avenir? Ben, je priorise les arts martiaux mixtes, c'est sûr et certain, mais le Jiu-Jitsu, ça tient et en forme pour garder le poids. Et en forme aussi pour l'esprit de compétition, tu sais. Fait que les compétitions de Jiu-Jitsu, il n'y a pas de problème, en autant qu'ils n'interfèrent pas avec mes combats de MMA. Puis ça garde active, ça me garde dans ça me tient active. Oui, puis tu vas rechercher de l'expérience aussi. L'expérience en faisant des compétitions. Je veux dire, tu t'entraînes avec les mêmes personnes, même si tu t'entraînes avec du monde qui sont plus peut-être meilleurs que toi ou des choses comme ça. Si tu roules tout le temps avec les mêmes, tu vas connaître leur style. Donc, quand tu t'en vas dans la compétition, c'est complètement quelque chose de nouveau. Puis ça améliore l'expérience. Puis l'expérience, ça ne s'ajoute pas. Il faut que tu en fasses pour le faire. Il y en a beaucoup de combattants et de combattantes qui font des compétitions de grappling, des compétitions de jiu-jitsu. Sauf qu'il y en a beaucoup qui n'en font pas parce qu'ils sont trop orgueilleux, parce qu'ils vont aller se faire passer une soumission en compétition de jiu-jitsu brésilien, puis ils ont peur de mal paraître là-dessus. Donc, c'est une question d'orgueil, mais Corinne, elle gagne partout. C'est pas bien grave. Il n'est pas si pire, je dirais. Ce combat-là a été à 135 livres. Je veux dire, c'est sûr que la diète a été plus plaisante qu'à 125 livres. Mais est-ce que tu as senti la différence dans le combat? Parce que c'est sûr que tu as déjà combattu à 135 livres par le passé, à 115 livres aussi. Tu as vraiment trouvé ton poids idéal à 125. Est-ce que c'était un doute dans ta tête quand ce combat-là a commencé? Peut-être qu'à 135 livres, ton adversaire serait plus fort que toi ou plus pesante là, si elle tombait sur l'œil dessus? Ben oui, 135, je me demandais si elle allait pas en peser 155, 160 le soir du combat. Fait que ça, c'était un stress de plus, je te dirais. Mais c'était parfait aussi. Tu sais, avec l'avion, rétention d'eau, blablabla. Fait que j'avais quand même un 7 livres d'eau à couper finalement la veille. Puis c'était 135 livres. C'est le plus proche de mon poids naturel, tu sais, qui est au 140, mettons, hors saison, pas de régime. Fait que j'avais plein d'énergie. C'est le fun, tu peux manger ce que tu veux, puis il n'y a pas de problème, c'est bon pour le moral. Fait que je trouve que pour l'autre bout du monde, comme ça, en arrivant 4 jours à l'avance, c'était parfait. 135, puis Ouais. Est-ce que c'était ça le plan de match? On voit les images là, du combat. Tu l'as dit en entrée de jeu. Ça a été un combat de boxe, là, 80% du temps peut-être. Là. Est-ce que c'était ça le plan de match, de boxer avec elle? Parce qu'elle, je pense que c'était une très bonne lutteuse. Hein? Oui. Elle, sa force, c'était la lutte. Puis oui, le plan de match, c'était de boxer le plus proche possible jusqu'à temps qu'elle soit tannée, puis qu'on aille au sol. Puis au sol, là, on travaille. Tu sais. Fait que ça, c'était le plan de match initial. Bien simple, pas trop de distance à lui donner, parce que la dernière fois je l'avais vu sur quelques combats, on avait vu qu'elle quittait beaucoup. Fait que ça, c'était le plan de match. Boxe plus proche possible jusqu'à temps qu'on aille au sol. Puis au sol, même sur le dos, tu réussissais à vraiment tirer ton épingle du jeu. Je pense que c'est toi qui as même dominé les échanges au sol, même si tu étais sur ton dos. Ça, c'est du spécial Fabio Holanda, je pense, là, qui vous entraîne pour faire des soumissions dans toutes les positions. Oui, et Corinne me disait, Fabio a vraiment fait la différence dans ce combat-là. Okay. Souvent, elle était au sol, sur son dos, mais dans son coin, proche de Fabio. C'est ça que Corinne elle me disait aussi, là, que Fabio, ça a vraiment été une grosse différence. Elle a vraiment fait la différence dans ce combat-là. Hein? Fabio, il a fait toute la différence dans ce combat-là. Tu sais, sur des petits points, mettons, sur le dos à terre. Bon, là, je me rappelle, à la fin du premier round, j'essaye de fermer le triangle, puis à la place de m'acharner, mettons, sur ferme la soumission, il reste presque plus de temps au round, puis tout. Fabio qui crie des détails du genre, coup de coude. Bon, parfait. Fait que tu finis le round comme fort parce que tu es en train d'attaquer. Fait que bon, OK, parfait. Puis il est tout le temps en train de dire les petits détails qui font toute la différence. Il met de la pression. Let's go, avance. Go forward. Let's go. Fabio, il a été pour beaucoup et
et à l'extérieur de l'octogone pour ce combat-là, faire diminuer la pression. Il y en a de l'expérience. Là. Il est allé combien de fois Ouais. avec... Exactement, il y a de l'expérience. Tu sais, ça. Fabio, on connaît, c'est le coach en chef de Burzen Top Team, qui est une équipe de jiu-jitsu brésilien. Mais il y a des choses en jiu-jitsu brésilien que tu peux pas faire au sol en arts martiaux mix. Donc, il faut que tu t'ajustes ton jiu-jitsu brésilien pour les arts martiaux mix. Et Fabio, ben, il a tellement été dans le coin de plusieurs combattants internationaux et surtout, il s'est déjà battu aussi à de très, très haut niveau. Donc, il a énormément d'expérience. Donc, il sait quoi faire, où amener le jiu-jitsu brésilien pour que ça soit efficace en arts martiaux mix. Puis il est déjà allé en territoire hostile. Il est allé avec toi au Brésil, entre autres, en Amazonie. Ouais, moi, puis... j'étais dans le territoire hostile, lui était chez eux. C'est un Brésilien. mais effectivement, mais il peut quand même. Il a voyagé beaucoup, donc il connaît sûr. ces environnements-là, puis Ouais. il peut mettre, j'imagine, ses combattants en confiance aussi. Est-ce que là, je sais que c'était Fabio qui était dans ton coin, entre autres, mais Pat a déjà été dans ton coin aussi, Corinne. Est-ce que tu t'ennuyais un petit peu de Pat Côté à Abu Dhabi ou Ah, mais Pat, il est parfait dans un coin aussi. OK. Même principe, tu sais. Combien ça va me coûter, je ne sais pas. Ça. Mais non, là, ben oui, c'est sûr et certain que si je pouvais toutes les années, Pat, Howard, Lee, Fabio, let's go. Mais avec, comme je répète encore, avec Fabio, il a été A++ pour ce combat-là, fait que de A à Z. Fait que je m'ennuyais moins de Pat. C'est bon. La suite des choses pour toi, on a évoqué Invicta même. Est-ce que maintenant ton focus est sur cette organisation-là, prendre une coche de plus? Là? On sait que Invicta, c'est l'organisation numéro 1 au monde exclusivement féminine. Là. Est-ce que tu aimerais ça te diriger vers cette avenue-là, Corinne? Sûr et certain. L'objectif final, c'est d'aller au UFC, ça c'est sûr. Quel moyen que je vais prendre pour y arriver, je ne le sais pas encore. Invicta, c'est une possibilité qui donne une belle visibilité pour rentrer au UFC, ça c'est sûr et certain. Puis, ben oui, pourquoi pas. Est-ce que ça te rend nerveuse? Là? Parce que Pat disait que c'est dans les prochains jours là, qu'il risque d'avoir des négociations. Est-ce que tu vas t'impliquer ou tu veux laisser ça peut-être à ton entourage? Les négociations pour Invicta? Ouais. Je laisse ça à Pat. J'ai pas à voir là-dedans. Juste pas à voir là-dedans. Ben, tu sais, c'est des pourparlers, puis, mais tu sais, c'est de la faute à Corinne s'il y a des pourparlers aujourd'hui, à cause de la performance qu'elle a faite là-bas. Tout le monde l'a vu, et j'ai été surpris quand même, parce qu'on a parlé avec Sharon, qui est la boss de Invicta, puis je lui ai dit, je sais pas si tu as vu si Corinne elle a gagné. Elle a dit, oui, j'ai tout vu ça, elle a tout suivi ça. Donc, elle est consciente que Corinne est très, très près de passer à un autre niveau dans cette organisation-là. Et avec une victoire de la sorte, ben écoute, surtout avec l'adversaire qui est allé battre là-bas à l'autre bout du monde, c'est juste un bonus. Hein. Et Corinne, est-ce que les gens là-bas à Abu Dhabi de UAE Warriors t'ont mentionné qu'ils aimeraient peut-être ça te revoir aussi sur place? Oui, ils ont dit que c'était sûr, sûr et certain que j'allais revenir pour là, ils parlaient du mois de mars, mais le 20 mars, ça peut être court un petit peu. Sinon, ils prévoient faire 8 shows durant l'année. Fait que ça donne quoi, ça, au mois et demi à peu près. Puis ils ont dit que c'était sûr et certain que j'étais dans les premières à y retourner sur la liste. C'est quoi ton statut contractuel avec eux? Est-ce que tu as juste signé un combat avec eux autres? Un combat. Un combat à la fois avec eux autres. Oui. Puis, Est-ce que tu as pris beaucoup de dommages? Là? Tu t'en as infligé beaucoup, mais tu saignais du nez à un moment donné quand même. Donc, est-ce que tu reviens ici pas mal magané ou... Oh, mon nez, il est tout le temps magané. Même en sparring, je fais juste s'accrocher mon nez puis il se met à saigner. Fait que, il est encore en plein milieu de ma face. Ça, tout va bien. C'est correct. Bonne nouvelle. Mais non, pas trop magané. Là, j'ai un petit bleu sur l'œil. Puis le nez, c'est le nez qui est comme plus large, là, mais j'ai d'autres qualités. Ça devrait bien aller. Les risques du métier. Pour ça. Mais donc, peut-être mois de mars, un petit peu trop tôt pour toi, mais quelque part d'ici le mois de peut-être mois d'avril, mois de mai, ce serait une belle date pour toi pour un retour? Le prochain va être à la fin mai, je crois, parce que c'était après le Ramadan. Là-bas, il y a le Ramadan. Je ne suis pas experte de savoir c'est quand c'est au début, mais je sais que c'est après le Ramadan, ça va être le prochain. Puis on a déjà eu des suggestions d'adversaires possibles. Fait que, à quel poids? À quel poids? 125. À 125. Oui. Là-bas avec eux, à Abu Dhabi, OK. Oui, à Abu Dhabi avec eux. Hey, avant de te laisser partir, Corinne, il faut que je te pose une question sur les arts martiaux mixtes québécois. Parce que, tu as dû aller te battre à l'autre bout du monde. On sait que c'est de plus en plus difficile. Vous êtes
plusieurs très bons combattants de la relève, mais c'est difficile d'avoir des combats au Québec. Il y a eu TKO, mais qui a connu certaines difficultés. Censé revenir en force en 2020. C'est ce que Stéphane Potry a indiqué, mais on n'a pas de détails. Mais est-ce que tu trouves ça dommage? Tu le vis, là. Tu peux pas être formé ici au Québec. Faut que tu t'expatries pour avoir de l'expérience puis avoir de la visibilité surtout. Tu dois trouver ça plate un peu, là, parfois. Hein? Mais c'est sûr que c'est différent. De se battre au Québec devant ton monde, devant ta foule, c'est une pression de plus. Pour moi, en tout cas, c'est un stress de plus. Tu veux performer puis tu veux bien paraître devant tout le monde qui vient te voir puis te supporter. Tandis que quand tu t'en vas à l'autre bout du monde, ben t'as pas ce stress-là, on dirait. Oui, OK, ils peuvent te regarder à la télé et tout, sauf que t'as pas ce stress-là. Fait que c'est différent. Mais c'est sûr et certain que je trouve ça dommage de pas qu'il n'y ait pas d'organisation pour le moment qui puisse faire en sorte que tes fans viennent te voir en direct, viennent te supporter en direct. Donc, à suivre, New Era, à suivre les mouvements. Là. Tu t'es battu une fois sur une carte de Yann, d'ailleurs, sur la seule qu'il a fait. Une des cartes qu'il a fait, tu t'es battu dessus. Là. Oui, sur la dernière qu'il a fait. Oui. Mais tu sais, parce qu'on dira ce qu'on voudra, tu sais, c'est difficile pour TKO, effectivement. C'est difficile de faire de l'argent avec ça, mais ça a été une fenêtre incroyable pour Charles Jourdain, Marc-André Barriot et Cyril Gann aussi. Là. Donc, tu sais, ça serait je vais aller plus loin avec ça. Là. Ça a été une fenêtre extraordinaire pour moi, pour Georges, pour David Loiseau, pour Sam Starr, pour Jonathan Goulet. Tous les Canadiens presque qui se sont battus à l'UFC. Moins maintenant, mais avant, là, on a tout passé par là. Puis TKO, il faut que ça reste. Il faut que ça soit bien géré. Il faut que ça soit géré par quelqu'un qui est sérieux là-dedans aussi. Mais j'ai tout le temps dit la même chose. TKO doit rester pour l'évolution et la relève d'ici. Sinon, je veux dire, TKO est disparu pendant 8 ans. Et est-ce qu'on a eu quelqu'un d'autre? Ça a été la panne sèche. À part nous qui étaient encore là, des Georges, des moi, puis pendant 8 ans de temps, on n'a pas eu rien d'autre qui est sorti du Québec qui a été capable de se battre à l'UFC. Donc, quand ils sont revenus, là, on a vu l'éclosion de Charles, on a vu l'éclosion de Marc-André aussi, qui sont capables de faire carrière dans l'UFC maintenant. Il faut que ça soit là. Il faut qu'il y ait une organisation qui soit là, ici au Québec, pour développer la relève. Mais il faut que ça soit bien géré aussi. Oui. Corinne, est-ce que si on te demandait de revenir à TKO, est-ce que tu évaluerais cette option-là aussi? Là, je sais, là, on parle d'Invicta, on parle d'Abu Dhabi, là, tout ça fait beaucoup d'options, mais te battre chez toi, est-ce que ce serait quelque chose aussi qui te tenterait? On regardera rendu là. OK. Oui, on regardera rendu là. Il y a plein d'opportunités, plein d'options, fait que... T'es chanceuse parce que mais c'est correct parce que grâce à tes performances, de toute façon, celle-là en particulier, cette victoire contre Cornelia Holm à Abu Dhabi, plein d'autres portes qui risquent de s'ouvrir pour toi. Donc, félicitations pour cette belle victoire-là, Corinne. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour cette entrevue-là, puis on va continuer de suivre ça, que ce soit ici ou à l'autre bout du monde, on va être à l'écoute. Merci beaucoup, puis une bonne fin de journée à vous deux. Merci, Ben. Merci, Corinne, à bientôt. Bye bye. Je vais te dire pourquoi elle n'a pas voulu répondre à ta dernière question. Et ça, il y a beaucoup de combattants qui sont dans ce même bain-là. Le problème, c'est que TKO était un peu... en suspens. Il est en suspens, mais je veux dire, TKO était la seule place pour se battre pour les combattants ici au Québec. Donc, évidemment, il y a eu beaucoup de froid avec les organisateurs. Puis maintenant, il y a beaucoup de combattants qui ont été signés ailleurs. Il y a beaucoup de combattants qui se sont sortis de cette pièce d'ambiance-là qui était malsaine. Et là, si on demande de revenir, c'est sûr que TKO, c'est une belle vitrine, mais est-ce qu'on veut retomber dans le même bain, dans la même relation malsaine qu'avec les dirigeants de TKO? Il y en a beaucoup là-dedans qui sont dans le même bain puis qui vont hésiter avant de revenir juste à cause de ça. Puis c'est dommage parce que TKO, c'est une belle vitrine. Ouais. C'est dommage. Puis Corinne, de toute façon, avait quitté par elle-même avant que ce soit sur pause officiellement. Là, elle s'est battue dans un des derniers, le TKO 48. Là, je pense que c'est l'avant-dernier gala qu'il y avait eu. Mais après ça, elle s'est battue avec Yann, de toute façon, avec Yann Pellerin, New Era, et puis là, à Abu Dhabi. Donc, effectivement, puis elle est allée chercher... elle a eu la chance d'être approchée par cette organisation-là à Abu Dhabi.
mais elle est allée aussi, elle a pris les devants, puis elle est allée chercher, bien entourée pour aller chercher des combats. Donc, tant mieux pour elle. Mais C'est pas effectivement. facile. Non, c'est pas ça. facile. Même pas juste pour les femmes, mais pour les gars aussi. Là. Trouver des combats, c'est difficile. Là, parce que si tu veux, faut aller à l'autre bout du monde. Là, elle a été chanceuse parce qu'elle est tombée dans une organisation qui a beaucoup, beaucoup d'argent et que Fabio connaît beaucoup de personnes là-bas. Il a envoyé de ses élèves qui sont instructeurs là-bas maintenant aussi. Donc, il y a beaucoup de monde qui connaît ça. Il connaît le chic d'Abu Dhabi, Fabio aussi. Donc, tu sais, ça te prend des grosses connexions. Là. Tabarouette, mais ça. Tu comprends? Mais, tu sais, si t'as pas ça, c'est vraiment difficile. Puis ceux qui s'en vont se battre en Colombie-Britannique ou des choses comme ça, la plupart du temps, oui, tu vas avoir une bourse, mais il faut que tu payes ton déplacement. Donc, tu sais, au bout de la ligne, tu reviens et tu vas là par passion. J'ai tout le temps les ligues de développement, les organisations régionales, c'est pas fait pour faire de l'argent. C'est pas fait pour. Si vous voulez gagner votre vie avec ça, bonne chance. C'est vraiment des tremplins vers autre chose. Puis je pense que c'est correct de le voir comme ça, mais à un moment donné, effectivement, il faut que tu sois capable de mettre du beurre sur tes toasts, comme on dit. Donc, à suivre, qu'est-ce qui va se passer avec l'organisation TKO. Stéphane Patry, là, qui a eu des problèmes de santé à la fin de 2019, qui a indiqué cette semaine dans un communiqué qu'il voulait revenir en force en 2020, voulait bien s'entourer. Il en avait pris beaucoup sur ses épaules. Là. Ça a pris... ça a vraiment ça lui a fait mal au niveau de sa santé physique. Là. Donc, veut revenir en force. Donc, pas de date annoncée encore, mais en espérant que l'organisation TKO retombe sur ses pieds pour 2020. Puis pour les jeunes combattants, il y a de très bons espoirs au Québec. Ce serait très intéressant de les voir à l'œuvre. Tu sais, je vais mettre quelque chose d'autre clair tout de suite. Là. Tout le monde sait c'est quoi ma relation avec le dirigeant de l'UFC, avec le dirigeant de TKO. Puis ça va s'arrêter là. Mais si je parle de l'organisation TKO, j'ai tout le temps dit qu'il faut que ça soit là. Tout le temps. Puis j'espère que ça va revenir. J'espère vraiment que ça va revenir parce que les shows étaient bien faits. Les combattants, il y avait des bons combats. Et pour la relève, il y en a d'excellents combattants ici au Québec. Il faut qu'il y ait une place pour combattre et pour se faire voir aussi. Voilà, c'est dit. Parlons de l'UFC 247. Le temps file. Faut en parler longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce gala-là. Commençons par le combat final. John Jones contre Dominique Reyes. Pat, bon, tu l'as dit, tu as comme le feeling que Reyes peut causer la surprise. Parce que John Jones, on va se le dire, dans ses derniers combats, n'a pas dominé outrageusement. Que ce soit contre Gustafsson, contre Anthony Smith, et surtout son dernier contre Thiago Santos, ça a été une décision partagée. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Jones se faire brasser de la sorte. Puis contre Gustafsson, on va se le dire, le Gustafsson n'était pas là. Il était flat, ben raide. On parle bien sûr du Gustafsson 2, le plus récent. Puis après ça, ben, tu regardes, quand il s'est battu contre Santos, il a peut-être été chanceux que Santos se soit blessé à un genou parce qu'il a fini les trois derniers rounds, il a fini sur une jambe. Ça s'est fini par décision partagée. Contre Smith, moi, j'étais le premier à penser que Smith il aurait été capable de se donner un peu de misère. Smith, aussi, le premier jab qu'il a reçu, il est tombé ses talons puis il n'a rien fait le reste du combat. Ça, j'ai trouvé ça très, très dommage. Puis j'étais déçu un peu de la performance de Smith parce que Jones faisait pas grand-chose. Pour un gars surnommé Lionheart, n'a pas montré un cœur de lion nécessairement. Et puis il l'a même avoué cette semaine, il était en entrevue avec Ariel Helwani du côté d'ESPN, puis il l'a dit, John Jones il m'était vraiment rentré dans la tête. Puis il a parlé il a mis en garde Reyes, il a dit tu penses qu'il va pas te déranger, tu penses que tu es au-dessus de ça, toi, les gars psychologiques, mais non, c'est incessant. C'est malicieux, il réussit à trouver les détours, il va taper sur le même clou longtemps, puis tu penses que tu vas être au-dessus de ça, mais non, il va te rentrer dans la tête, puis une fois que la porte de l'octogone se ferme, ben, il a réussi à déjà gagner une partie du combat parce qu'il a réussi à te rentrer dans la tête. C'est ce qui est arrivé à Lionheart Smith, c'est ce qu'il a dit en entrevue. Voyons voir s'il va réussir à faire la même chose avec Dominique Reyes. Jones, c'est un monument. Là. Quand tu arrives en face de lui, ça dépend de ton minding. Tu sais, je vais faire un peu la relation quand je me suis battu contre Anderson Silva. Contre Anderson Silva, nous autres, on s'est dit, c'est pas vrai qu'on va faire tout comme les 5 autres adversaires avant qui ont perdu d'avance. Tu voyais en face à face, il avait comme perdu d'avance, c'était impressionné. Nous autres, on s'est dit, au pire, il va me knocker, puis je m'en souviendrai pas, mais c'est pas vrai que je vais lui montrer qu'il m'impressionne. C'est un gars qui est fait en chair et en sang comme moi, donc c'est sûr que si je suis capable de le clipper, je suis capable de faire mal. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai eu du succès dans les 2 premiers rounds à cause de cette attitude-là. Et c'est exactement comme ça que Reyes doit rentrer dans le combat. Il ne doit pas respecter Jones, il doit le bousculer. Il ne doit pas attendre que Jones parte en premier. C'est lui qui doit initier les attaques. C'est un gars qui est invaincu en 12 combats. Il frappe solide, il a des bonnes soumissions, quand même complet. Mais c'est toute une question d'attitude, on dit là. C'est toute une question de mental. S'il va être capable de gérer
l'espèce d'aura d'invincibilité de Jones et la pression d'un combat de championnat du monde. Qu'est-ce qu'il doit faire, justement? Tu parles d'un combattant complet, mais c'est avec ses points qu'il va devoir battre John Jones? Il faut qu'il fasse reculer Jones. Jones, si tu le laisses avancer, là, si tu le laisses prendre le rythme du combat, il va te découper. Là. Tellement bon dans le clinch en plus. Tellement bon dans le clinch. Il est bon à distance aussi, avec ses jambes. Puis, écoute, c'est un bon lutteur aussi. Donc, si tu fais tout le temps, si tu recules, tu le laisses prendre. C'est lui qui va dicter le rythme du combat. Là, ça va devenir trop compliqué. Là, tu sauras plus où ça vient. Mais quand tu fais reculer un combattant comme ça, puis capable d'utiliser ses jambes, frappe en reculant, qui est vraiment plus difficile, puis essaye de shooter quand tu recules, là, c'est vraiment difficile. Ouais. c'est quasiment une mission impossible. Donc oui, il faut qu'il soit prêt à rentrer, puis peut-être à recevoir 2-3 coups pour en redonner un ou deux. Il faut vouloir qu'il serre dans son mouthpiece, dans son protecteur buccal, puis il avance, puis qu'il accepte de se faire toucher pour redonner. C'est ce que Santos avait réussi à faire. Lui, il s'était planté en avant de John Jones, puis il avait échangé, puis même il avançait, mettait beaucoup de pression. Gustafsson avait réussi à faire ça aussi dans leur premier combat. C'était en 2015, si je ne me trompe pas. Celui qui avait eu à Toronto, un des meilleurs combats de l'histoire, UFC 165. Faut que tu brasses John Jones. Plus facile à dire qu'à faire, là, mais faut que tu réussisses à l'atteindre d'une manière ou d'une autre. Là. Et surtout aujourd'hui, parce qu'on a vu là, que sa motivation dans les 2 derniers combats n'est peut-être pas à son niveau optimal. Il pense déjà à monter chez les poids lourds. Il parle déjà, il parle déjà après ce combat-là. Il pense déjà à Stipe Miocic, puis il pense déjà à Israël Adesanya. Et ça peut être dangereux pour un combattant s'il pense trop loin. Évidemment, on parle de John Jones, on parle pas d'un combattant ordinaire, en guillemets. Sauf que, un gars qui n'a jamais perdu Dominic Reyes, c'est toujours dangereux de se battre contre des gars de même parce qu'ils ne connaissent pas c'est quoi la défaite. Ils ne savent pas c'est quoi ce feeling-là. Donc, ils n'ont pas peur d'avoir ce feeling-là. Ils ne l'ont jamais eu. Donc, si lui, il arrive, c'est sûr, il arrive confiant, puis il pense que c'est lui qui va faire dérailler Jones. Et écoute, tout dépend de la manière que Jones va se présenter. S'il a pris de Reyes à la légère, d'après moi, ça va lui coûter cher. Reyes revient d'une performance incroyable contre Chris Weidman. Chris Weidman a plus le menton qu'il a déjà eu, par contre. Ça n'a pas été très long. Là. Ça n'a pas duré 2 minutes, ce combat-là. Contre Ovin St. Preux, ça avait été une belle performance de Reyes. Ça a été une décision unanime. Reyes avait dominé. Volkan Oezdemir, ça avait été très, très, très serré. Certaines personnes disent même que Oezdemir aurait peut-être dû gagner ce combat-là. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais a déjà fait face à de l'adversité quand même, Dominic Reyes. Là. Et surtout, tu parlais de Chris Weidman, c'est peut-être plus le même combattant qu'il était, sauf que c'est quand même un ancien champion du monde. Ça donne confiance. Donc, ça donne confiance, exactement. Et lui, il n'a qu'un ancien champion du monde. Oui, il n'est plus ce qu'il était, mais il reste que pour la confiance, là, tu vois que tu as ça dans ta liste de chasse. Ça paraît bien. Certaines statistiques à surveiller dans ce combat-là. Tu parles de battre d'anciens champions du monde. John Jones en a déjà battu 6 des anciens champions. Ça, c'est un record pour les combattants actifs de l'UFC. Et puis John Jones pourrait passer à l'histoire parce que s'il l'emporte samedi, ce serait sa 14e défense de titre, pas consécutive, mais en fait, ce serait sa 14e victoire en combat de championnat. Ça inclut quand il a remporté le titre la première fois et quand il est allé le rechercher par la suite. 2 fois. 2 fois. Donc, 14e victoire en combat de championnat, ça dépasserait Georges Saint-Pierre au sommet de tous les temps. Georges, 13 victoires en combat de championnat. Donc, pourrait quand même surpasser GSP à ce niveau-là. Mais je suis comme toi. Je peux pas gager contre John Jones parce que il n'a jamais perdu dans mon livre à moi. Il a perdu une fois, mais c'était par disqualification. Il n'a jamais perdu. Donc, très difficile de gager contre lui, mais on sent que l'armure commence à craquer dans ces 3 derniers combats, peut-être, l'armure commence à craquer un petit peu. Bien, ça dépend de sa motivation. Ça dépend si ce combat-là est motivé et il veut encore faire un statement. Il n'est pas moins bon qu'il était il y a 3 ans. Ça dépend juste si ça lui tente encore. C'est si Reyes, ça l'a motivé de s'entraîner pour un gars de même dans son entraînement. Les skills sont encore là. C'est une question, ça joue dans la tête. Là. Je prends Tiger Woods. Tiger Woods, oui, il a été blessé au dos, là, mais il n'était pas moins bon que pendant des années. Son talent n'est pas disparu. Le talent, c'est ça. Mais ça, à un moment donné, c'est la tête. Si tu es capable de revenir, c'est beaucoup mental. Mais c'est un peu la même chose avec Jones. Jones n'a pas perdu, mais dans ses derniers combats, est-ce que la motivation est encore là pour lui de performer et de rester en haut? Et à sa défense, de se rendre en haut, c'est quelque chose, mais d'y rester, c'est 10 fois pire. Puis lui, il est capable de le faire depuis
depuis toujours, dans le fond. Là. Il a a été perdu sa champion, ceinture, mais il l'a pas perdu. Il est devenu dans le champion en combat. 2011. Là. Je veux dire, ça fait longtemps qu'il est au sommet. Il l'a perdu, se l'est fait enlever 2 fois. Donc, mais C'est ça, mais il l'a pas perdu. il l'a jamais perdu. C'est ça, t'as raison. En passant, qu'est-ce que je voulais... John Jones testé 42 fois en 2019. Je m'étais mis ça comme note. 42 fois, c'est presque une fois par semaine. Ben, écoute, on sait qu'on connaît son passé. Il a couru là, un peu mais après. on sait que mais là, il doit être clean. Là. On est hors de tout doute. On là. l'espère parce que le dernier coup, il a fallu qu'il déménage tout le show à une autre place, un autre état. Là, on le souhaite, là, mais c'est sûr que, écoute, je peux pas te dire autre chose qu'il a couru après. Testé positif pour plein de choses, des affaires, des pictogrammes, c'est à cause de lui qu'on a sorti ça. Puis, des affaires bien louches, là. Je veux bien croire des pictogrammes, là, mais même aux Olympiques, on n'a pas entendu parler de ça. Je dis, c'est vraiment, là, ça passe à un autre niveau, puis c'est un peu normal qu'il se fasse harceler de la sorte 42 fois à cause de son passé. Des picogrammes, on en a entendu parler il n'y a pas si longtemps. Ouais, picogrammes, c'est pas pictogrammes. Laurence Vincent Lapointe, la canoïste canadienne, c'était des picogrammes aussi qu'elle avait dans le sang. Et a finalement remporté sa cause devant le tribunal arbitral. Ouais. Pas le tribunal arbitral du sport, mais la Fédération internationale de canoë. Ouais, sauf que son passé est un petit peu moins attaché que celui de Jones. Oui, on s'entend. Bon, il faut parler de Valentina Shevchenko contre Caitlin Chukagian, championnat des 125 livres féminins en fin de semaine. Valentina Shevchenko qui va mettre sa ceinture en jeu. Je le disais, une de mes combattantes préférées depuis que je l'ai vue contre dominer Joanna Jędrzejczyk à Toronto il y a 2 ans, 1 an et demi. Elle est incroyable. Écoute, Et puis, je vois pas une fille présentement, là, tu regardes la liste, je vois pas une fille qui peut passer proche de la détrôner. Là. Écoute, Chukagian, j'ai un peu peur pour elle. C'est sérieux. J'ai peur de décrire ce combat-là parce que, oui, elle bouge beaucoup. Elle a le bon footwork. Ça, il faut lui donner. Donc, c'est capable de ne pas rester en face puis d'éviter les power shots là, de Shevchenko. Ça peut s'étirer un petit peu, ce combat-là. Mais il reste qu'elle a zéro force de frappe. Elle travaille beaucoup en volume, mais à un moment donné, la puissance va reprendre le dessus. Là. Puis, tu sais, la puissance, mais surtout les qualités de kickboxer ou de Muay Thai de Valentina Shevchenko. Il ne faut pas oublier que Shevchenko, là, elle a vraiment un bon jeu au sol aussi. Elle avait passé une soumission à Juliana Pena, là, puis Pena, c'est une bonne lutteuse, là, puis elle avait passé une clé de bras de toute beauté. Non, il ne faut pas dormir sur son jeu au sol non plus. Mais c'est sûr que sa spécialité, c'est le combat debout, et elle a tellement de confiance en ses attributs. Là, dans rapidité, précision. Je pense que puissance. Et puissance, c'est ces 3 marques de commerce, là, vraiment. Et le fameux coup de pied qu'elle a passé à Jessica Eye. Oui, puis je l'ai expliqué, ce coup de pied-là, il a été préparé parfaitement, là, parce que pendant toute la première ronde, elle lançait sa jambe avant au corps, puis à un moment donné, elle l'a préparé pendant toute la première ronde, et au deuxième round, elle a décidé d'aller à la tête. À force de sortir des coups au corps, tu baisses ta garde, aussitôt que tu vois la jambe partir, pac, directement dans le front à Jessica Eye. Écoute, je ne suis pas devin, là, mais j'ai bien l'impression que ça va ressembler un peu à ça contre Chukagian, qui est, by the way, qui est beaucoup plus grande, par exemple. La dernière fois que Shevchenko a affronté une combattante qui était vraiment plus grande qu'elle, comme Chukagian, c'était Amanda Nunes. Ben là, je suis loin de comparer Chukagian à Amanda Nunes, on s'entend. Là. On les compare juste au niveau de la grandeur et non pas nécessairement au niveau du talent. Et je vais juste aller voir ce que Vegas dit par rapport à ce combat-là. Les cotes, parce que je pense que Valentina Shevchenko doit être favorite par... c'est sûr. Je suis pas capable d'aller voir les sûr. cotes, mais en tout cas, ça doit être pas loin du 10 contre 1. Là. Ben, avec raison. Je veux dire, c'est parce que tu regardes, Chukagian, est-ce qu'elle a mérité sa place en combat de championnat du monde? Oui. Est-ce qu'elle a les attitudes, les aptitudes nécessaires pour donner du trouble à Shevchenko? Ça reste un combat d'arts martiaux mixtes. Tout peut arriver, je veux bien croire. Sauf que si on y va avec la logique, si on regarde les statistiques sur papier, si on regarde les attributs des deux, c'est dur là, de dire que Chukagian, je crois vraiment que tu vas sortir gagnant de ça. Puis je ne connais pas Chukagian, je ne veux pas parler en mal d'elle, là. Je parle juste du combat comme tel. Je vois pas personne à 125 livres battre Shevchenko aujourd'hui. Il y a j'ai trouvé les statistiques, les cotes. On a du 10 contre 1
On a du 12 contre 1. Ouais, non, mais tu sais, si On tu a veux avoir... pratiquement du 15 contre 1. Là. Tu Ça vas va avoir du changer. thrill, là. Tu vas avoir du thrill, là, puis dire, OK, aujourd'hui, là, on sait jamais. Un coup de poing peut tout changer en arts martiaux mix. Mais bête sur Shugadian, puis C'est ça. bonne chance. Si vous voulez faire, Ben faire oui. de l'argent, là, si vous voulez que ça en vaille la peine, mettez de l'argent misez sur Chukagan. Mais effectivement, vous voyez qu'il n'y a pas grand monde qui lui donne une chance. Non. Cette fin de semaine, elle a quand même plusieurs belles victoires à son actif. Là. Elle a perdu une fois ses 7 derniers combats, si je ne m'abuse. Non, mais c'est ça, je disais, elle a mérité sa place, là. C'est pas Une on lui a défaite à pas ses donné. 6 derniers combats. Mais elle a perdu contre Jessica Eye, qui s'est fait passer ce coup de pied-là par Valentina Shevchenko. Elle a perdu contre Liz Carmouche, qui est la dernière victime de Valentina Shevchenko aussi. Et en plus, Shevchenko, ses 2 derniers combats, il les avait faits à 1 mois et demi d'intervalle. Ouais, Avant vrai. le combat son dernier combat contre Liz Carmouche passera pas à l'histoire. C'était assez plate. Elle n'a pas dominé comme elle aurait dû dominer ce combat-là. Mais elle avait seulement eu 1 mois et demi pour se remettre de son combat précédent. Là, ça fait 7 mois là, qu'on ne l'a pas vu. Là. Je pense qu'elle va revenir avec le couteau entre les dents. La préparation va être optimale, donc rien pour aider. Non, exact. notre Puis ami là, on Chukagan. commence à parler d'un super fight peut-être entre Zhang et Shevchenko si les deux remportent leur combat. Et là, ça a déjà commencé à se parler un petit peu Ouais. sur les réseaux sociaux, à s'envoyer des petites pointes. Donc, écoute, non, tu sais, présentement, à part, écoute, je vais faire attention à ce que je dis, là, mais à part toutes les autres combattantes, tu sais, quand tu regardes ceux qui sont au top, là, tu sais, puis là, il y a des affaires qui se dessinent, puis tu sais, c'est intéressant le combat féminin, là. Oui. Quand tu regardes les championnes, quand tu regardes ceux qui sont dans le top 3, mettons, là. Tu sais, c'est quand même intéressant, là. C'est sûr que le bassin de combattants est beaucoup moindre chez les femmes au niveau de l'élite. Fait que c'est sûr que le talent est beaucoup plus dilué. Mais quand on regarde ça, tu sais, moi, si les deux gagnent, là, Shevchenko contre Weili Zhang, là, Ouais. moi, je veux voir ça. C'est un combat qui m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup. Là, parce que de toute façon Shevchenko, dans les 3 catégories féminines, les 115 livres sont intéressants. À 125 livres, en bas de la championne, il n'y a pas une fille qui est capable de battre la championne. Puis à 135 livres, je ne vois pas une fille non plus qui est capable d'aller battre Nunez. Donc, il faut faire champion. Rendu là, il faut faire championne contre championne, là, je pense. C'est ça. Ben, ça dépend. Nunez, on va voir son prochain combat qui a été son dernier contre Jeremy Demi. Ça a été pénible. C'est la première fois qu'on voyait vraiment Nunez avoir beaucoup de difficultés là, avec sa condition physique. Puis Weili Zhang n'a pas encore défendu son titre, il faut le rappeler quand même. Là, donc, il faut quand même qu'elle passe par-dessus Joanna Jędrzejczyk avant tout ça. Mais, bref, effectivement, à suivre. Si on fait championne contre championne, je suis partant. Pas de problème là-dessus. Ouais. Je veux parler dans les autres combats de la carte cette fin de semaine, chez les poids lourds, Justin Tafa contre Juan Adams, 2 gars qui reviennent de des défaites. Placé quand même haut sur la carte. Un autre combat de poids lourd sur la carte principale, Derek Lewis contre Ilir Latifi. Le 5e combat sur la carte principale, la télé à la carte, ça va être Danny Gay contre Mirsad Bektic à 145 livres. Ça, c'est un combat qui m'intéresse beaucoup. Mirsad Bektic, un protégé du gymnase Tristar. Maintenant, en fait. Ouais, c'est ça. En faisant mes lectures, j'ai appris ça. Ouais. Ça fait 2 ou 3 combats qu'il est avec Firas Zahabi. Lui revient d'une défaite, mais pendant longtemps a été considéré comme un des beaux espoirs. Il est encore considéré comme un bel espoir. Là. Ce gars-là est fort. Là. Moi aussi, ce combat-là m'intéresse énormément. Bektic, oui, tu as tout à fait raison. Il a l'air d'une roche. Là. Il a l'air vraiment, vraiment fort physiquement. Il est très bon au niveau du combat debout. Il est très rapide. Danny Gay, c'est un gamer. Danny Gay, il va au combat, puis il va prendre tout ce que son adversaire va lui donner, puis il va répondre quasiment coup pour coup. Donc, c'est pas un gars que son nom va sonner une cloche, mais quand tu le vois, tu te dis « Ah oui, c'est vrai, lui ». Mais lui, souvent, on ne se souvient pas de son nom, mais on se souvient de ses performances. C'est ça. C'est exactement ça, Danny Gay. Danny Gay, c'est un gars qui est passé par Dana White Contender Series. Donc, 2 gars qui sont... Bektic est à la porte du top 15. Il a déjà été dans le top 15. Danny Gay aussi, donc très intéressant, mais pour un gars qui s'entraîne à Montréal, Mirsad Bektic, ça va être un combat très, très, très important pour la suite des choses s'il veut vraiment atteindre les plus hauts sommets à 145 livres. Voilà, et dans un autre combat féminin, Andrea Lee contre Lauren Murphy, 2 filles qui sont classées à 115 livres. Donc ça aussi, ça risque d'être... ça va être important pour la suite des choses dans cette division-là. Donc, comme d'habitude, combat préliminaire sur RDS à compter de 20h et 22h, ça se poursuit à la télé à la carte. Avant de se quitter, il faut parler des différentes annonces. En fait, c'est pas des annonces officielles, là, mais
Actualité. Et c'est Dana White lui-même là, qui trace un petit peu le portrait pour la suite des choses et pour les prochains combats de championnat. Chez les 170 livres, il veut vraiment faire... Il y a Jorge Masvidal contre Kamaru Usman et ce serait même durant le gros gala du mois de juillet, là, International Fight Week. C'est logique. C'est logique. C'est juste que je me demande si c'est le combat le plus payant pour International Fight Week. Je sais pas si c'est assez gros dans le sens où Usman n'a pas encore la popularité. Là, vrai. Mais d'habitude... Ce sera peut-être pas le combat final, là, par contre. C'est vrai. Là, je veux dire, exact. Mais d'habitude, International Fight Week, là, il y a tout le temps 2 galas. Il y en a déjà eu 3. Il y en a déjà eu 3. Back-to-back, là, pendant 3 jours de temps. Mais d'habitude, il y a toujours 2 galas. Fait que peut-être que ça serait un des 2 galas. Il y en a un qui est tout le temps... il y en a un pay-per-view, puis il y en a un autre qui est à télé gratuite. Là. Ou ça pourrait être une demi-finale, peut-être. Mais Masvidal, le gros nom dans ce combat-là, ça devient Masvidal, avec ce qu'il a fait. 100%. 100%. Ben, c'est sûr que tu regardes le dernier combat, Covington contre Usman, ça a été le fun, ce combat. C'était le fun. Ça a été le fun. Mais oui, Masvidal, qui a été le combattant de l'année en 2019, c'est sûr que c'est lui qui attire les regards maintenant. Maintenant, il s'est mis beaucoup de pression sur les épaules. Il joue un peu avec ça aussi, avec l'attitude. Usman, qui essaie d'avoir de l'attitude, mais on dirait que ça marche pas. On dirait que ça passe pas. On y croit pas. Il essaie de faire le bad boy. Tu regardes, puis on dirait que c'est fake. Il y en a qui sont capables de le faire, puis il y en a d'autres qu'on dirait que ça paraît qu'il se force pour le faire. Usman, j'enlève rien sur ses qualités athlétiques d'un combattant et c'est un des meilleurs. Il est vraiment, vraiment très, très bon. Mais, tu sais, quand tu essaies de te bâtir un personnage parce qu'il y en a tellement qui ont réussi, mais, tu sais, ça marche pas pour toi. Je sais pas. Moi, je trouve, en tout cas, que ça a l'air fake. Là. Je trouve que ça passe pas bien, là, son espèce de personnage. Lui, il faut qu'il mise sur ses qualités. Il faut pas qu'il mise sur sa personnalité, dans le sens où son plus gros atout, c'est ses qualités athlétiques. 100%. Et son talent. Ouais. Puis, faut que tu mises là-dessus. Faut que tu mises tout là-dessus. Oui, c'est bien plate. Tu n'auras pas la promo du siècle. Tu n'auras pas la clip du siècle dans les médias. Mais laisse parler ton talent. Puis il le fait. Oui. Mais faut que tu mises 100% là-dessus parce que c'est une bête, ce gars-là. Il faut qu'il fasse attention pas qu'il se défocus en essayant tellement de bâtir quelque chose autour de lui qui est peut-être pas, ou qu'il l'est peut-être, mais en tout cas, ça passe pas. Ça passe mal. Parce que là, Dana White veut faire, c'est ça, Jorge Masvidal, qui était lié à plusieurs rumeurs, notamment Conor McGregor, peut-être. Mais là, Dana White voudrait se concentrer vraiment sur Masvidal en combat de championnat contre Kamaru Usman. Ça voudrait dire que Colby Covington n'aurait pas la revanche qu'il désire. Covington, je ne sais pas si tu as entendu ça, il est sorti de son mutisme dans des entrevues récemment. Il n'a pas changé. Lui, il a dit, il n'a pas changé. Puis il dit que c'est fait voler. Puis là, je veux t'entendre là-dessus. Ben, c'est drôle parce que je l'ai revisionné le combat ce matin. Quand il a dit 3 choses. Il a dit au deuxième round, j'ai lancé un coup de pied au foie de Kamaru Usman. Et Kamaru Usman a joué la comédie, a fait semblant que c'était un coup de pied dans les parties. Et l'arbitre, Mark Goddard, a arrêté le combat. Ça a complètement tué mon momentum. J'ai revisionné. Il a raison. Okay. Il a raison. Son coup de pied atteint pas du tout l'entrejambe. Troisième round, il dit au troisième round, oui, j'ai mis mon doigt dans l'œil accidentellement de Kamaru Usman, mais Usman a joué encore une fois la comédie, puis Covington dit, j'ai mis mon doigt dans l'œil gauche, puis l'arbitre, quand il est arrivé, lui, il a vendu la comédie, il a dit qu'il avait mal à l'œil droit, alors qu'on voit très bien sur la brise que c'est l'œil gauche qui est atteint. Encore une fois, Covington a raison. Puis là, il dit que l'arrêt de l'arbitre à la fin du 5e round était trop hâtif. Il dit, j'étais encore là, oui, je me suis fait atteindre, mais j'étais au sol, je m'en allais lui agripper les jambes, j'étais encore tout là, puis l'officiel. Puis en plus, il s'est fait donner des coups derrière la tête, qui est vrai aussi. J'aime pas ça dire ça, mais Covington a raison de se plaindre. Ouais, sauf que les coups derrière la tête, dans l'action, il y en a peut-être eu 1 ou 2. Là, ça peut arriver. Ouais. L'arbitre est là, puis c'est la job de l'arbitre de faire ça. Est-ce que l'arbitre a arrêté le combat trop rapidement? Ça dépend pour qui tu prends. Moi, je pense que non, parce que même s'il dit qu'il est en train d'agripper, un coup que le combat, du coup que l'arbitre s'est arrêté, là, il a été agrippé à la jambe, il a agrippé la jambe de l'arbitre. Même s'il était tout là, le règlement est très clair. Tu te dois de défendre intelligemment en tout temps. Et là, ça faisait quelques coups qu'il recevait clean, comme on dit, là, pas qu'il ne se protégeait pas. Et l'arbitre, il est là pour faire le travail, pour protéger les combattants. L'arbitre ne gagne jamais. L'arbitre ne peut pas. C'est tout le temps des mauvaises décisions. Parce que il y a tellement de partisans là-dedans. Donc, la seule raison qu'il ne va pas perdre l'arbitre, c'est si ça va en décision des juges.
c'est pas un travail qui est facile, c'est un travail ingrat, mais pour revenir à Covington, il dit si j'ai pas mon combat de championnat du monde, c'est ça qu'il faut faire comme une revanche. J'ai dit ça se peut que je me batte plus jamais, même de toute ma vie. Mais après ça, il est revenu, il dit un combat contre Conor, ça m'intéresserait. Il a lancé un défi à 50 Cent aussi d'un combat de boxe à 50 millions, je sais pas trop. Il dit, je vais le battre avec une main dans le dos. C'est ça, on va m'attacher une main dans le dos. Puis... Non, écoute, son attitude n'a pas changé, puis pour vrai, je suis content de ça. Je suis content qu'il n'ait pas changé d'attitude. Tu sais, que tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, ce gars-là, il est de même. T'sais, il ne va pas changer pour se faire aimer parce qu'il a perdu un combat. T'sais, il va revenir puis il va continuer à jouer son personnage. Je pense qu'il est comme ça. Il en met un peu plus qu'il l'est, mais il est comme ça. Puis, écoute... Puis c'en est un que ça n'a pas l'air c'est ça, ça n'a pas l'air forcé. On parlait d'Ousmane tantôt, qui des fois, ça a l'air forcé. Lui, ça n'a pas l'air forcé. Donc, non, ça coule. Ça fait toute la différence. Exact. Donc, écoute, en gros, je suis content qu'il est resté lui-même. Même si c'est désagréable, souvent qu'il est désagréable. Mais moi, j'aime ça. J'aime ça qu'il est resté lui-même, puis il revient après, puis il n'a pas changé d'attitude. Là, tu dis, OK, là, il est là pour vrai. Et puis, dans d'autres nouvelles dites par Dana White, il veut organiser un combat revanche entre Max Holloway et Alex Volkanovski. Je suis d'accord, mais en même temps, pas tant que ça. Je vous explique pourquoi. D'un côté, je suis d'accord parce que Max Holloway a été peut-être le plus grand champion pour à 145 Max Holloway, exact, livres. qu'il mérite. Ouais. Il mérite une revanche immédiate. Cependant, à la lumière du résultat, Max Holloway n'est pas passé proche de gagner ce combat-là, malheureusement. Non, c'est vrai qu'il s'est fait dominer. Donc, des gars comme Zabit, Magomed Sharipov qui gravissent les échelons, d'autres gars. Il y a d'autres bons prospects là, à 145 livres. Non, mais c'est la même chose qu'avec Frankie Edgar. Frankie Edgar a été un des meilleurs champions. Le Korean Zombie à 145 livres qui a battu Edgar. Hein. On lui a donné des combats. Il remplaçait, puis on lui a donné des combats pour le titre, des choses comme ça, des combats éliminatoires qu'il ne méritait peut-être pas. Mais écoute, c'est Frankie Edgar. Donc oui, il mérite à cause de son passé, de sa légende, là, je veux dire, de sa carrière légendaire. Son héritage. Exactement. Donc, pour Max Holloway, je pense que oui, il mérite un combat revanche à 100%. Puis moi, je suis correct avec ce combat-là. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui attendent, mais je suis désolé, mais tu avais juste... Regarde ce que Holloway a fait pendant sa carrière. S'il y en a un qui mérite bien d'avoir un combat de championnat du monde, un revanche, combat revanche, c'est bien lui. Effectivement. Donc, à voir si c'est ce qui va arriver dans les prochains mois. Et puis, peut-être juste terminer chez Bellator, parce que là, on a appris une nouvelle assez... Juste avant, on va juste parler de Conor. C'est une grosse rumeur. Là. Conor face à Justin Gaethje. Ariel Helwani a sorti cette nouvelle-là cette semaine, que ça serait dans les plans et presque déjà booké pour le main event de l'UFC 248. Écoute, on a déjà dit que ce combat-là serait peut-être à 170 livres parce que... Conor veut rester là. Est-ce que Gaethje monterait à 170 pour se battre contre Conor? Je pense que oui. Je pense qu'il voit les signes de dollars au bout de la ligne. Écoute, autant que j'aime Gaethje, c'est un style, je pense, c'est un style qui est parfait pour Conor. Il y en a qui vont dire, ouais, mais il prend tout, il avance, puis il se fait jamais toucher. Oh, mais Conor, c'est le spécialiste de la distance. C'est spécialiste de ne pas se faire toucher. Il contrôle tellement bien sa distance à lui. Bon en contre-attaque aussi. Bon en contre-attaque. Écoute, je ne veux pas dire qu'il va jouer avec, mais tu as bien beau pas l'aimer, Conor, là, mais quand tu te regardes les faits, là, c'est un excellent combattant. Il est très, très, très bon. Et je pense que le talent va surpasser... Ouais. Le brawlness le courage, puis il est capable de prendre des shots, Gaethje, mais s'il est capable de prendre les coups de poing de Conor, c'est surtout la précision. C'est une autre histoire. Et puis Conor, s'il est capable de prendre les 1 ou 2, 3 coups de poing de Gaethje, ça va être... ce serait bon. Et puis on parle que ce serait le combat final de l'UFC 248. C'est la nouvelle qui est sortie. Il n'y a rien de booké encore. Parce que l'UFC 248, il y a déjà 2 combats de championnat. C'est déjà une très belle carte. Là. Vous avez là-dessus Israël Adesanya contre Yoel Romero pour le championnat des poids moyens. Puis Weili Zhang, justement, contre Joanna Jędrzejczyk, mettre la ceinture des 115 livres en jeu. Si on ajoute Conor et Gaethje là-dessus, wow! C'est ce que Ariel Helwani a sorti comme nouvelle. C'était dans les rumeurs. Est-ce que c'est pas signé encore, mais on dirait qu'on s'enligne vers ça. Là. À suivre. Je veux vous parler avant qu'on se quitte de Rafael Lovato, qui était champion à 185 livres de Bellator.
souffrirait. Il est allé au podcast de Joe Rogan cette semaine. Il a dit qu'il souffre d'une condition assez rare. Ça s'appelle le cavernoma. C'est vraiment une condition cérébrale. Là. C'est une malformation. C'est une malformation du cerveau. Et puis, apparemment, qu'il n'aurait jamais dû se battre dans son dernier combat contre. Mais c'est allé dans un examen de routine pour faire les tests, pour peut-être avoir sa licence. Et finalement, le docteur a dit T'as-tu déjà vu ton cerveau? Le gars, ben non. Le gars est champion multiple de jiu-jitsu brésilien. Il vient de battre Gegard Mousasi pour avoir la ceinture à 185 livres. Et il dit Ben non. Il dit Bon, ben viens voir ça. Fait que là, il est allé voir, puis il y avait des boules, des petites boules un peu partout. Terme médical, je ne vais pas m'aventurer là-dedans, là, mais il y avait des petites boules dans le cerveau. Et finalement, bien, ça remonte que c'est une malformation qui peut être très, très dangereuse sous l'impact. Donc, le cerveau, s'il se fait toucher, c'est une commotion cérébrale, ça pourrait être fatal. Donc, évidemment, là, ce qu'il disait, c'est qu'il essaie d'aller voir d'autres opinions. Il dit, j'ai pas pris ma retraite présentement officiellement, mais écoute, si je trouve pas un moyen ou une autre opinion, ben non, quelqu'un qui va me dire que c'est pas si grave que ça, ou il y a un moyen de gérer ça. Ouais. Je vais continuer, mais sinon, écoute, tu vas être obligé d'accrocher. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Et là, ça soulève toutes les questions de est-ce que les tests médicaux ont été faits correctement, que ce soit chez Bellator ou dans toutes les autres compétitions auxquelles il a participé. C'est le rôle de des commissions athlétiques de tester les combattants. Ils font des suivis médicaux pour s'assurer qu'ils sont en mesure d'aller se battre. Et là, si on a laissé passer ça... Ben, écoute, je vais juste te corriger vite. Là. C'est pas la commission athlétique qui va passer les tests aux combattants. Ils vont recevoir les tests des combattants et après ça, ben, ils vont regarder les tests. Si le professionnel a dit OK, il est correct, puis il est tempé, il dit clear to fight, ben, la commission a tous les tests, puis là, ils vont donner la licence. Donc, c'est la job du combattant d'aller voir un médecin. Exactement. De se faire signer un papier pour dire oui, tu es en mesure, tu as une assez bonne santé, tu es en mesure d'aller te battre. Okay. Exact. Donc, mais c'est ça. Ça soulève quand même la question à savoir qui n'a pas fait sa job à un moment donné. Puis est-ce qu'on ne devrait pas faire des tests un peu plus serrés? Parce que est-ce que ça devient facile de tricher, entre guillemets, d'aller. On a tout un ami médecin, ou on connaît tout quelqu'un qui dit signe-moi ce papier-là, puis je veux pas rentrer travailler. Dans cette situation-là, c'est un peu ambigu parce que les tests qu'on passe, c'est des scans de tête. Je veux dire, c'est pas. C'est peut-être pas assez poussé. Ça prenait une imagerie et par résonance magnétique. C'est ça. Le scan, dans le fond, là, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient des bruits, ils envoient des lumières, puis ils regardent comment le cerveau réagit. Si tout le cerveau est allumé à différentes parties dans le cerveau. Donc, c'est comme ça que les scans, ça marche. On va pas voir à l'intérieur s'il y a des malformations, des choses comme ça. Donc, j'imagine que lui est allé passer un test un peu plus poussé et non pas pour avoir sa licence. Mais, il est allé à l'hôpital voir, peut-être il y avait des maux de tête ou des choses comme ça. Puis là, on a vu. Mais pour des malformations, ça prend des tests beaucoup plus avancés que ça. Parce que des scans, c'est juste vraiment pour voir si ton cerveau il réagit à toutes les lumières, les stimuli exactement, pour être sûr et certain que tu sois capable de combattre et que tu vois un coup de poing et tu es capable de te tasser. C'est juste pour ça. Donc, tout ça, ça ouvre la porte à un combat peut-être entre Douglas Lima et Gegard Mousasi pour le titre des 185 livres. C'est très dommage pour Rafael Lovato, mais on va peut-être devoir remettre sa ceinture en jeu. Et là, Lima contre Mousasi, moi, je suis acheteur aussi 100%. de ce combat-là. Parce que Lima, depuis quelques temps, il est champion à 170 livres. Là, va tenter de réussir là où Rory McDonald a échoué, tenter de devenir double champion chez Bellator. Moi, Lima, 170, 185. On en a déjà parlé. Lima, pour moi, et on le voit quasiment jamais là, dans les classements. Pour moi, il est dans le top 3 des meilleurs. C'est toute catégorie confondue, toute organisation confondue, là, c'est dans le top 3 des meilleurs 170 livres. Là. Il est vraiment, vraiment bon. Il est complet, il est très bon. Effectivement, d'accord avec toi. Merci beaucoup, Pat. Très gentil. UFC 247, je vous le rappelle, cette fin de semaine, carte préliminaire sur les ondes de RDS. Pour écouter notre podcast, c'est sur toutes les plateformes. Dans la cage, vous allez nous trouver. C'est également disponible sur YouTube, sur l'application RDS et sur l'application iHeartRadio. Abonnez-vous si vous ne voulez rien manquer du contenu de Dans la cage. Je veux juste mentionner que la semaine prochaine, pas d'épisode. Par contre, je prends des petites vacances. Ben oui, tu le mérites. Mais dans 2 semaines, on va être de retour. On va revenir sur l'UFC 247 et mettre la table pour les prochains galas de l'UFC également. Je m'appelle Benoît Baudouin, en compagnie de mon comparse Pat Côté. Merci beaucoup d'avoir été là. À bientôt. Introducing first,
Benoît Baudouin, RDS Info, à Las Vegas. And now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Fight!